Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. J'ai rêvé de vous cette nuit. Ah oui ? Dans certains endroits, l'eau du Gange... Un homme, une femme, Claude Lelouch revient à ses premières amours avec 1+1 à l'écran. Elsa Gilberstein et Jean Dujardin. Malheureusement, le film ne convainc pas. Pardon, mais j'ai le sentiment... Le deuil et la quête de soi dans Back Home, film découvert à Cannes. Isabelle Huppert y est dirigée par le Norvégien Joachim Trier, réalisateur de Oslo, 31 août. Salvatore Allende par sa petite fille dans Allende, mon grand-père. Au-delà du politique, le documentaire raconte l'homme et le père de famille au travers des témoignages de ses enfants et petits-enfants. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on va commencer donc avec 1+1 ou la rencontre entre une femme, Elsa Gilberstein, mariée à l'ambassadeur de France en Inde, et un homme, Jean Dujardin, compositeur pour le cinéma et grand séducteur. Elle rêve d'avoir un enfant et part pour un grand voyage spirituel le long du Gange. Il décide de la suivre. De là commence une histoire d'amour. Bande annonce. C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Bienvenue en Inde. Donc alors comme ça, vous êtes madame l'ambassadrice. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'embrasser la main de ma femme. Vous êtes mariés? Ah non, mieux que ça. Je suis amoureux. Et elle fait quoi? Elle est maçon. Elle est pianiste. D'accord. Une très grande pianiste. Est-ce que tu veux m'épouser? Vous partez en voyage? J'arrive pas à avoir un enfant, donc Ah, pardon. je vis sur le chemin de la fertilité. Mais ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Oui, non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Avoir un enfant. Ah oui. On y va là! Bon Thomas, tout est dans le titre. Un homme, une femme, c'est du Lelouch tout craché. Oui, hasard, coïncidence, rendez-vous plus ou moins manqué, la vie plus forte que le cinéma, hein, c'est un peu le credo. Les histoires d'amour comme voilà, on les aime. qui finissent bien ou mal en général. Bref, c'est le credo de Claude Lelouch. Un homme et une femme, hein, Palme d'Or et Oscar. Très bon film. Quand même, oui. Vivre pour vivre, un homme qui me plaît, homme et femme, mode d'emploi, tout est dans le titre. Vous l'avez dit, là, 1+1. Alors Lelouch, il revendique, bien sûr, haut et fort, cette posture d'auteur romantique. Mieux que ça, on va l'entendre. À l'entendre, à le croire, en tout cas. Il serait même poussé par ses interprètes dans cette voie. Écoutez-le. Ils m'ont appelé pour me dire, voilà, on voudrait faire un film avec toi quand tu veux, où tu veux. Bon, derrière cette déclaration d'amour, je l'ai pris vraiment comme un cadeau. Et j'ai trouvé que ce couple était tellement inattendu, tellement improbable, que si j'arrivais à trouver le fil invisible qui pourrait les relier, je pense qu'on dirait des choses nouvelles sur l'amour. Donc le couple Gilberstein-Dujardin qui aurait convaincu Lelouch de faire ce film. Improbable, c'est surtout son film, parce qu'on peut le dire, c'est quand même un Lelouch bien raté. Ah, bien raté. En écoutant, il dit des choses nouvelles sur l'amour. Alors en tout cas, pas des choses nouvelles. Ouais, déjà pas des choses nouvelles sur l'Inde, puisque alors ça commence avec une vache au milieu de la chaussée, les tuk-tuk bariolés, et des pauvres, hein, je cite, hein, c'est dit dans le film, qui apprennent puisqu'ils en sont à leur première vie. Donc voilà, une espèce de vision de l'Inde très cliché. D'autres clichés se substituent à ça. C'est les deux héros, hein, qui sont vraiment les occidentaux bloqués un peu sur leur nombril et leur iPod. Moi, je croyais naïvement que le film allait déjouer ces clichés. Non, il se vautre dedans. Donc là, voilà, on va suivre cette histoire d'amour dont on se fout un petit peu. Ils sont assez insupportables, les deux comédiens. Pourquoi? Parce que chez Lelouch, on est souvent en roue libre. Il y a beaucoup d'improvisation. Parfois, ça fonctionne sur certaines scènes. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils sont pas mauvais, Jean Dujardin et Elsa Gilberstein. Sauf qu'il y a des moments, on ne voit que, et on le sent. Je me souviens de cette scène assez gênante où, dans un bus, Jean Dujardin entoure un vieil Indien chétif et rit à ses dépens. C'est de la condescendance pure. Je trouve que le film est assez choquant pour ça. Et bien sûr, naïf, mais ça on le sait avec Lelouch, souvent c'est un petit peu ras des pâquerettes. Et ce film l'est un peu plus que les autres. Dommage que ça se passe au Gange, un lieu quand même chargé de spiritualité et de force, malheureusement qui n'a pas servi à la mise en scène de Lelouch. Bon, c'est raté pour cette fois. Place maintenant, Thomas, à un drame psychologique découvert au dernier festival de Cannes, Back Home du Norvégien Joachim Trier, avec Isabelle Huppert, Gabriel Byrne ou encore Jesse Eisenberg. Alors c'est un film sur le deuil et la difficulté d'une famille à se reconstruire.
Oui, alors on l'a découvert, vous l'avez dit, à Cannes. Ça s'appelait Plus fort que les bombes. Le film a été rebaptisé suite aux récents attentats parisiens pour sa sortie française. Alors Back Home, ça lui va plutôt bien parce que Back Home, c'est le retour à la maison. Et cette maison, eh bien, c'est Jonah Reed d'abord qui va y revenir. Jonah Reed, il vient d'être père, hein, c'est les premières scènes du film. Et il doit aussi affronter un deuil, le deuil de sa mère, qui est incarnée par Isabelle Huppert. Eh bien, cette Isabelle, puisqu'elle porte le même prénom que l'actrice, est une célèbre photographe. Voilà, alors qui est morte dans un accident, suicide ou pas. Bref, retour à la maison pour ce Jonah, où il va retrouver son père, Gabriel Byrne, et son petit frère, Conrad, enfermé un peu dans ses jeux vidéo. Alors le film pose des questions, on va dire, universelles et essentielles. Comment communiquer avec les êtres qui nous sont a priori les plus proches, ou encore comment accepter la disparition de quelqu'un quand sa mort reste un mystère. Regardez. There's no story in a car accident. So people have to make one up. They have to invent something so that they have something to blame. Alors le tout aussi avec Jesse Eisenberg qu'on n'avait pas cité. Alors on connaissait Joachim Trier pour le très réussi Oslo 31 août. Avec Back Home, il revient à nouveau sur la question de l'identité et de la quête de soi. Écoutez-le. Je pense que c'est une question qui revient dans tous mes films, à quel point notre conscience de soi est fragile. Ça peut paraître très intellectuel, mais on le ressent tous. Par exemple, là, c'est bientôt Noël, on va se retrouver en famille, et soudain, on va devoir encore jouer ce rôle, ce personnage que nous sommes avec les gens qui nous entourent. Je pense que la question de qui nous sommes en relation avec les personnes qui nous sont proches est un thème particulièrement intéressant et qui est très universel. Voilà, pour prolonger un petit peu ce que dit Joachim Trier, voilà, ces trois hommes, on l'a compris, trois hommes à différents stades de leur vie. Ça permet à Joachim Trier de faire une espèce comme ça de mosaïque sur des personnalités, des individus assez proches et en même temps dans des mondes forcément différents. À noter que le film se passe dans le nord de l'État de New York. C'est un film américain fait par ce Norvégien, son premier film sur le sol américain. Et c'est marrant parce que pour faire vite et court, je dirais qu'il y a un côté Gus Van Sant pour le côté traitement de l'adolescence et pour le côté plus adulte et le drame, c'est plutôt du Woody Allen. Avec donc un peu d'humour, enfin en tout cas. Oui, c'est plutôt le Woody Allen, on va dire, le plutôt Woody Allen bergmanien, c'est-à-dire le Woody Allen quand même qui est plus dans le drame. Ce qui est bien, c'est que le film ne s'enferme pas sur lui-même, ce n'est pas trop pesant, c'est un film à la mise en scène brillante, très morcelé avec des ruptures de ton et surtout désamorcé par un côté assez pop. On voit presque des clichés américains, on l'a vu peut-être dans la bande-annonce, les fameuses pom-pom girls, mais aussi une musique pop très très belle. Donc un film, vraiment un choc émotionnel et un choc de mise en scène. Bon, à aller voir donc au plus vite. Thomas, on passe à Allende, mon grand-père, où le portrait du président chilien renversé par un coup d'État militaire en 1973. C'est Marcia Tambuti Allende, la petite fille de Salvador Allende, qui signe ce documentaire pour raconter l'homme qu'elle n'a pas connu elle-même. Elle interroge sa famille, non sans quelques difficultés. Regardez. A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo la violación de los derechos humanos en Chile y el legado de mi abuelo, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Sin embargo, como habían pasado 35 años del golpe, volví de nuevo a Chile con la esperanza de que fuera menos doloroso desempolvar los recuerdos. ¿La abuela no sabe que tú tienes una foto dedicada? No, una, dos. ¿Nadie nunca te preguntó más? No arranques. Así quiero decir cosas que no me salen, sentimientos que tengo muy profundos, como lo quiero. Salvador Allende, mon grand-père, alors ça dit tout et rien de son identité finalement, parce que oui, c'est un film sur Salvador Allende, hein, ce chef d'État humaniste du Chili, qu'un coup d'État, un fameux 11 septembre 1973, a retiré du pouvoir. Lui s'est suicidé dans son palais. Alors effectivement, on commence avec cette figure très imposante, mais le film se passe au présent, c'est comment sa petite fille va essayer de comprendre comment cet homme d'État vivait aussi dans sa famille. Et là, elle va se heurter à un mur. Sa grand-mère, donc la veuve de Salvador Allende, qui ne parle pas beaucoup, on voit dans ses regards qu'elle évite de parler de certains sujets, et sa mère, la mère de la réalisatrice, qui lui dit carrément, surtout, ne t'intéresse pas au passé. Et donc c'est comment cette réalisatrice, à partir d'images qui ne bougent pas,
de photos qui ne bougent pas, comment grâce au film, elle va essayer de révéler leur mouvement intérieur. Et c'est un film presque universel sur la famille, on parle avec Bacôme des secrets, des liens familiaux. Ce film, ce documentaire parle aussi de ça, avec bien sûr en toile de fond l'ombre imposante, presque trop, de Salvatore Allende, un film remarquable. Alors, on se quitte avec une comédie, cette fois signée du rappeur Orelsan, Comment c'est loin, où l'histoire de deux jeunes chanteurs face à l'épreuve de la page blanche. Une page blanche qui s'éternise. Donc Orelsan, donc le rappeur, vous l'avez dit, et son acolyte Gringe. C'est un peu le même principe que Bloqué, la petite mini-série. Un peu, c'est-à-dire qu'on joue sur la nonchalance, c'est un peu la fainéantise érigée en beaux-arts, effectivement. Alors eux, ils habitent à Caen, ils ont beaucoup de talent, sauf qu'ils le gaspillent un peu, ce talent, parce qu'ils ne font pas grand-chose. Donc là, leurs producteurs leur disent, en gros, voilà, ça fait 5 ans qu'on vous donne des sous pour faire un album, vous avez 24 heures pour au moins finir un titre. Donc on va suivre pendant ces 24 heures, ces deux rappeurs, feignants, on l'a dit, effectivement avachis sur le canapé, comment ils vont s'en sortir. Alors, il a pensé son film, Orelsan, puisqu'il est co-réalisateur du film, comme un anti-Rocky. C'est un peu un anti-success story, des gens qui ont du talent, puis qui finalement n'en font rien, à l'inverse de Rocky, qui lui s'entraîne pour réussir. Donc c'est presque un anti-film américain populaire, mais ça fait penser un peu à du Jarmusch. C'est Terrence, un peu comme ça, dans la ville de Caen. Alors c'est pas totalement abouti, il n'empêche que ça reste quand même très charmant. Disons qu'Orelsan s'est adjoint les services artistiques et techniques de Christophe Offenstein. Christophe Offenstein, c'est le chef opérateur des films de Guillaume Canet, ce qui est quand même pas si mal. Bref, voilà un premier film, je le disais, pas totalement réussi, mais charmant. Voilà donc pour Comment c'est loin. Merci beaucoup Thomas. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres actualités cinéma. Une actualité qui sera évidemment largement marquée par la sortie du nouveau Star Wars à l'affiche. Notez-le dans vos plaquettes. Mercredi prochain sera d'ailleurs entièrement consacré à ce 7e volet tant attendu. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec la bande-annonce de Comment c'est loin, signée Orelsan. À très vite. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si, on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Mais si. D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap, mon gars? Mais on n'a rien de spécial, mon pote. On n'a rien, ok? Un jour on est venu au monde. Depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue. Comment j'ai faim? Comment c'est loin?